Marseille-Provence, 17h17, le 26 décembre 1994. L'Airbus A300 immatriculé Foxtrot Golf Bravo Echo Charlie est stationné sur la zone Echo, à l'écart des terminaux civils. Sur la tour de contrôle, 3 balles viennent de toucher la baie vitrée du sommet et fait éclater une vitre du plancher inférieur. Le commandant Denis Favier, chef opérationnel du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, transmet l'ordre sur la fréquence dédiée. 40 opérateurs en cagoule noire s'élancent depuis les passerelles roulantes positionnées à l'avant et à l'arrière de l'appareil. Le bitume sent encore la pluie tomber dans la journée. Quelques heures plus tôt, sur la même fréquence radio, les preneurs d'otages ont exigé 27 tonnes de kérosène. Le calcul du contrôleur de Marignane est rapide. La distance entre Marseille et Paris-Orly demande 8 tonnes pour un A300 chargé. 27 tonnes représentent l'autonomie maximale de cet appareil en configuration plein croisière. La quantité dépasse de très loin tout ce dont l'équipage aurait besoin pour rejoindre la capitale. Dans le centre opérationnel du ministère de l'Intérieur, place Beauvau, à Paris, la version d'un crash volontaire sur la capitale cesse d'être une hypothèse. Elle devient l'hypothèse de travail. La cellule de crise prévient le chef du gouvernement. Le 24 décembre, à 11h15, aéroport Ouari Boumedienne d'Alger. 4 hommes en tenue bleue de la police présidentielle algérienne se présentent à la passerelle du vol Air France 8969 en direction de Paris. Ils portent des badges de l'aéroport. L'un d'eux est en uniforme d'Air Algérie avec une casquette et une chemise blanche. Les agents au sol les laissent passer pour un contrôle de routine. À bord, 220 passagers et 12 membres d'équipage. Les 4 hommes verrouillent la porte de la cabine derrière eux. Aucun coup de feu pour l'instant. Personne ne sait encore qu'ils appartiennent au groupe islamique armé, ni que l'avion est déjà à eux. Dans l'heure qui suit, ils demandent les passeports. Ils cherchent des Algériens haut placés et des Occidentaux. Un policier algérien hors service est emmené à la porte du cockpit. Une rafale au pistolet mitrailleur retentit dans la cabine. Son corps est jeté sur le tarmac, depuis la porte avant gauche. Plus tard dans la journée, l'attaché commercial vietnamien à Alger, Bui Giang To, subit le même traitement. À la nuit tombée, un cuisinier français en transit, Yannick Beunier, refuse de quitter son siège. Il est emmené à la porte avant. Une rafale. 3 corps sur le bitume avant que l'avion n'ait roulé d'1 mètre. Le pouvoir algérien refuse toujours d'autoriser le décollage. À Paris, la direction de la surveillance du territoire reçoit, dans la nuit du 24 au 25 décembre, des informations d'une source à l'intérieur du groupe islamique armé. La cible finale du commando, selon cette source, n'est pas un échange de prisonniers. C'est Paris. Une attaque suicide aérienne contre la capitale, 7 ans avant les attentats du 11 septembre 2001 à New York et à Washington. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, remonte l'information au Premier ministre Édouard Balladur. La consigne est transmise au chef du GIGN, Denis Favier, par les voies internes. L'avion ne doit pas atteindre Paris, quoi qu'il faille faire pour l'empêcher. Le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale a été créé en 1974, après la prise d'otage des Jeux olympiques de Munich. Sa première année opérationnelle, il a fonctionné sur le principe du tireur de précision, du revolver chambré en 357 Magnum et d'une doctrine d'engagement très exigeante. Le premier coup doit être létal. Au moment du détournement de Marignane, l'unité a accumulé 20 ans d'opération. Quelques dizaines d'opérateurs entraînés à des standards comparables à ceux des forces d'intervention les plus dures du monde occidental. Le tir au pistolet à 10 mètres se fait debout, sans visée préalable, sur cible biographique de 60 cm. La barre est à un coup mortel toutes les 6/10 de seconde. Le groupe islamique armé est issu de la guerre civile algérienne déclenchée en 1991 après l'annulation des élections législatives. À la fin de 1994, le GIA a déjà conduit plusieurs attentats contre des ressortissants français en Algérie. Détourner un Airbus français le jour de la veille de Noël s'inscrit dans une stratégie de rupture frontale avec Paris. Les commanditaires veulent forcer la France à choisir entre son partenariat avec le pouvoir d'Alger et la sécurité de ses propres citoyens. Personne à Beauvau n'imaginait que l'ancienne colonie allait porter la guerre civile à l'intérieur d'un avion de ligne français. À Alger, le tarmac est figé pendant 36 heures.
Les preneurs d'otages exigent le retrait du blocus de l'avion par les forces de sécurité algériennes, le départ vers Paris et la libération de plusieurs détenus du GIA. Les autorités algériennes louvoient, elles refusent d'évacuer la zone autour de l'appareil, elles refusent d'autoriser le décollage. 3 corps reposent sous une bâche à 10 mètres de l'aile droite. Les passagers à bord vivent avec les portes verrouillées, les rideaux tirés sur les hublots, et 4 hommes qui patrouillent l'allée centrale avec des armes automatiques. Les chefs de cabine distribuent chaud au compte-gouttes. Plusieurs enfants à bord ne se lavent plus depuis 30 heures. Le 25 décembre, en fin de journée, la pression française devient frontale. Pasqua téléphone directement au pouvoir algérien et fait passer un message sans ambiguïté. Si l'avion ne décolle pas, l'opération sera française et elle aura lieu sur le sol algérien, avec ou sans accord d'Alger. Le pouvoir algérien préfère le déplacement du problème. La consigne descend à la tour de contrôle de l'aéroport Ouari Boumedienne. L'avion peut rouler. À 3h30 du matin, le 26 décembre, le réacteur de gauche s'allume. Le A300 quitte Alger avec un plan de vol vers Marseille déposé sous la contrainte des preneurs d'otages, qui annoncent en cabine que Paris reste la destination réelle. L'appareil n'a pas assez de carburant pour rallier Paris. Les commandants Bernard Delhem et Jean-Paul Borderie, aux commandes du A300, négocient avec les preneurs d'otages la destination du ravitaillement. Le choix se porte sur Marseille-Provence, l'aéroport de Marignane. Officiellement, il est plus proche, donc plus rationnel. Officieusement, il met l'appareil à portée du GIGN qui a basculé dès la veille sur la zone marseillaise. À 5h17, le matin du 26 décembre, l'A300 se pose sur la piste 05. Les pilotes ramènent l'appareil sur une zone d'isolement, à l'écart des terminaux passagers, sur la zone éco. À l'arrivée, Favier a 40 opérateurs sur place. Le GIGN est arrivé de Versailles-Satory par avion militaire dès le 25 décembre et plusieurs équipes ont rejoint Marseille via les Baléares pour brouiller le suivi médiatique. 2 équipes de tireurs de précision sont positionnées sur le toit de la tour de contrôle et sur le hangar sud. 4 groupes d'assaut sont répartis sous les passerelles roulantes, prêts à monter par les portes avant et arrière. Sur la fréquence dédiée, les opérateurs ne s'expriment plus qu'en code court. Le commandement tactique est exercé par Favier depuis un poste avancé installé dans un véhicule blindé léger à 200 mètres de l'appareil. À 9h27, le matin du 26 décembre, les preneurs d'otages demandent le ravitaillement. 27 tonnes. La tour répond par des manœuvres dilatoires. Les passerelles d'accès au bord ne sont pas adaptées. Le camion-citerne n'est pas disponible. Chaque minute gagnée donne au GIGN le temps de consolider son dispositif. À l'intérieur, le chef des preneurs d'otages, Abdullah Yahya, comprend qu'il est immobilisé. Sa voix passe à la radio sur un ton plus agressif. Il menace d'exécuter un passager toutes les 30 minutes si le carburant n'est pas livré. Il commence par convoquer un steward à la porte avant pour montrer qu'il est sérieux. Vers 16h, les preneurs d'otages installent un passager à la porte avant gauche et tirent à plusieurs reprises en direction de la tour de contrôle, à environ 300 mètres. Les balles touchent la baie vitrée du sommet de la tour et brisent une lampe du plancher inférieur. Il n'y a plus de marge de négociation. Pour Favier, l'incident change l'équation. Le risque d'une attaque suicide en cours de vol passe désormais au second plan. Le risque immédiat est celui d'une exécution séquentielle des passagers sur le tarmac, retransmise en direct par les caméras des chaînes de télévision postées sur le périmètre. Il transmet à la cellule de crise à Beauvau. L'ordre d'assaut est validé à 17h10. 17h17. Les passerelles roulantes se mettent en mouvement sur le bitume. Elles avancent avec lenteur calculée, moteur au ralenti, pour ne pas alerter les preneurs d'otages installés derrière les rideaux des hublots. À une dizaine de mètres de l'appareil, elles accélèrent brutalement. Les équipes d'assaut sautent depuis les rampes encore en mouvement. Les charges explosives ont été collées sur les portes pendant la phase d'approche, dissimulées contre la peinture blanche de l'appareil. La porte avant cède la première. Une grenade aveuglante neutralise la zone du cockpit. Les opérateurs entrent par les portes avant gauche et droite simultanément. Dans le cockpit, 2 des preneurs d'otages tirent vers la porte cabine. Le copilote Jean-Paul Borderie a déjà ouvert sa fenêtre latérale et glissé à l'extérieur par la corde de secours installée discrètement pendant les négociations. Le pilote Bernard Delhem est encore assis, immobilisé par une ceinture de sécurité bloquée.
Les opérateurs du GINT tirent à l'intérieur du cockpit en évitant l'angle où se trouve le pilote. Les 2 preneurs d'otages tombent. Un 3e surgit dans le couloir derrière le rideau de première classe. Une rafale touche un opérateur à l'épaule. L'opérateur, déjà blessé, retourne le feu et neutralise le tireur. La cabine première classe est sous contrôle au bout de 3 minutes. À l'arrière, le second groupe d'assaut a sauté par la porte de queue. Le couloir central est divisé en zones par les rangées de sièges. Les opérateurs progressent par bons cours, un homme couvre, l'autre avance, en suivant le protocole d'engagement à courte distance en aéronef. Les passagers sont à plat ventre dans l'allée et entre les sièges, conformément aux instructions codées que l'équipage leur a transmises pendant le ravitaillement fictif. Les premiers passagers sont évacués par les toboggans gonflables des sorties d'urgence en moins de 90 secondes. Le téléjournal de 20 heures qui filme en direct depuis le périmètre montre des silhouettes qui glissent sur les toboggans, mains au-dessus de la tête, certaines en pleurs. Le 4e preneur d'otages, isolé dans la cabine arrière, ouvre le feu sur les passagers couchés au sol. Il blesse un steward et un passager au passage des balles à travers les sièges. Les opérateurs le repèrent depuis le couloir, à travers une faille entre 2 rangées renversées. 2 tirent simultanément. L'homme s'effondre entre les rangs. Il faut encore quelques minutes pour vérifier qu'aucun preneur d'otages n'est resté caché dans les toilettes arrière ou dans la soute accessible depuis la cabine. À 17h34, la voix de Favier passe sur la fréquence. Cabine sécurisée. 4 éléments hostiles neutralisés. Aucun otage perdu pendant l'engagement. Le bilan immédiat est précis. 4 preneurs d'otages tombés. Aucun otage perdu pendant l'assaut. 9 opérateurs du GIGN blessés, dont 3 sérieusement, par éclat et par rafale. 13 passagers et membres d'équipage blessés par les éclats, les ricochets ou les chocs liés à l'évacuation. Les autorités algériennes apprennent par les chaînes d'information internationales que l'opération s'est déroulée sur sol français, sans ravitaillement effectif, et que le commando a été détruit. À Beauvau, Pasqua ouvre une bouteille de champagne pour l'équipe de gestion de crise. À Matignon, le Premier ministre rédige sa déclaration télévisée pour le journal de 20 heures qui passera dans moins d'1 heure. Le démineur de la gendarmerie entre dans l'appareil après l'évacuation complète des passagers et des opérateurs. Sous les sièges des rangées 6 à 9, il identifie une vingtaine de bâtons de dynamite reliés par des fils dissimulés sous le revêtement de moquette. La charge est conçue pour détonner sur déclencheur manuel. Les enquêteurs n'établiront jamais avec certitude si la mise à feu nécessitait l'action vivante d'un preneur d'otages ou pouvait être déclenchée à distance. Mais la quantité d'explosifs retrouvés est compatible avec l'hypothèse d'une destruction complète de l'appareil en vol à basse altitude au-dessus d'une zone urbaine dense. Le rapport du démineur fera 92 pages. La diffusion en direct des images de l'assaut transforme l'opération en référence mondiale dès le lendemain matin. Les unités d'intervention britanniques du SAS, allemandes du GSG-9, américaines de la Delta Force demandent dans les semaines qui suivent des notes de retour d'expérience par les canaux interalliés. Le GIGN reçoit, en interne, une citation collective à l'ordre de la gendarmerie. Denis Favier est promu et entrera dans la décennie suivante au commandement de l'unité. Aucun nom d'opérateur n'est publié. Les visages restent floutés sur toutes les images. Pendant des années, dans les bases militaires occidentales, le détournement de Marignane sera utilisé comme cas d'école pour les exercices de prise d'assaut en aéronef au sol. Dans les semaines qui suivent, la direction de la surveillance du territoire identifie les filières de soutien du groupe islamique armé en région parisienne et en région lyonnaise. Plusieurs réseaux dormants sont démantelés entre janvier et mai 1995. La machine algérienne du GIA répond par une série d'attentats à Paris pendant l'été 1995, dont l'explosion à la station Saint-Michel du RERB le 25 juillet. 8 personnes y perdent la vie. La cible n'est plus un avion, elle est un train de banlieue. L'idéologie du commando de Marignane n'a pas été décapitée par l'assaut. Elle s'est diffusée sur le territoire français. Denis Favier, devenu une figure publique malgré la doctrine d'anonymat du GRGN, dirigera l'unité de 1996 à 1997, puis à nouveau de 2007 à 2011. Il sera finalement nommé directeur général de la Gendarmerie nationale entre 2013 et 2016. Sa génération d'opérateurs, formés dans l'idée du tir au revolver et de la précision absolue, sera celle qui transmettra la doctrine aux nouvelles équipes du début du XXIe siècle.
Les protocoles d'engagement écrits dans les heures qui ont suivi Marignane équipent encore l'unité aujourd'hui, sous une version révisée 3 fois. L'idée d'utiliser un avion de ligne comme vecteur d'attentat n'avait pas attendu Marignane. Des hypothèses opérationnelles avaient déjà été évoquées par les services israéliens dans les années 80. Mais le détournement du 26 décembre 1994 est le premier cas documenté dans lequel l'objectif annoncé d'un commando était la destruction d'une cible urbaine au sol au moyen de l'appareil détourné. La doctrine de défense aérienne des grandes capitales occidentales tient compte de ce précédent dès 1995, quand les avions de l'American Airlines et de United frappent New York et Washington le 11 septembre 2001. Les analystes les plus expérimentés du contre-terrorisme français pensent immédiatement à Marignane 7 ans plus tôt. L'épisode est resté longtemps en marge du grand récit international du contre-terrorisme. Les ouvrages écrits sur le sujet en langue anglaise mentionnent Marignane en passant, presque comme un fait divers européen. La place du détournement dans la chronologie générale du djihadisme transnational reste sous-évaluée à l'étranger. Mais à l'intérieur des unités françaises, l'opération est un repère permanent. Les opérateurs entrant au GIGN dans les années 2010 passent encore par une lecture détaillée du dossier complet dans une salle isolée du quartier des fonctions spéciales de Versailles-Satory. La discussion finale du dossier dure 5 heures. Sur le tarmac de Marignane, le soir du 26 décembre, les passagers descendent un par un les marches métalliques d'un escalier secondaire amené par les pompiers de l'aéroport. Des couvertures de survie argentées sont distribuées par les équipes du SAMU 13. Un enfant tient encore son ours en peluche, qu'il n'a pas lâché pendant les 54 heures de séquestration entre Alger et Marseille. L'un des passagers, médecin réanimateur en exercice à l'hôpital européen Georges Pompidou, sera décoré quelques mois plus tard pour avoir maintenu en vie 2 blessés graves pendant l'attente sur le tarmac d'Alger. Le chef de cabine Olivier Letellier sera également cité, ainsi que l'équipage technique. Le souvenir du commandement de Marignane n'est pas un souvenir d'État, c'est un souvenir d'unité. Le GIGN n'organise pas de cérémonie publique pour cette opération précise. Les opérateurs blessés, le commandant Favier, les tireurs de précision de la tour de contrôle, l'équipe d'évacuation au toboggan ne sont pas honorés dans des défilés publics. Le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, patronne des artilleurs et plus tardivement des forces d'intervention spécialisées, l'unité fait silence sur ses morts et sur ses missions accomplies. Le souvenir circule par la bouche des anciens dans le mess réservé. Les noms restent à l'intérieur du quartier. Aujourd'hui, l'avion Foxtrot, Golf, Bravo, Echo Charlie a quitté la flotte d'Air France depuis longtemps. La compagnie n'a pas conservé l'appareil pour des raisons mémorielles, comme cela a été fait par d'autres compagnies aériennes pour d'autres événements. L'Airbus a été démantelé dans les années 2000 à Châteauroux. La place de stationnement Echo de Marseille-Provence est utilisée par d'autres vols commerciaux, principalement des vols cargo de nuit. Les passagers qui en descendent ignorent ce qui s'y est joué un soir de décembre. Sur la tour de contrôle, les 3 impacts de balles ont été remplacés pendant les travaux d'extension de l'aéroport au début des années 2000. À Versailles-Satory, dans le bâtiment principal du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, le compte-rendu d'opération du 26 décembre 1994 repose dans un classeur, parmi des centaines d'autres dossiers d'intervention. Il fait 42 pages. Il est lu chaque année par chaque nouvel opérateur entrant au stage de sélection avancée. Aucune annotation ne le commente. Aucune préface ne l'introduit. Le document décrit, minute par minute, ce qui s'est passé sur le tarmac de Marignane entre 17h17 et 17h34. C'est tout. Le reste, comme dit la doctrine Maison, doit s'apprendre à la salle de tir.